Donc, bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Merci au jury d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux réalisés dans le cadre de ma thèse au sein de l'équipe Mémosine et en partenariat avec l'entreprise Algotech. Donc, pour commencer cette présentation, je souhaiterais vous dire quelques mots concernant la question scientifique à laquelle on s'adresse. Donc, nos travaux s'inscrivent dans la lignée des travaux de thèse des travaux de recherche concernant l'extraction de connaissances cachées. C'est une question donc qui s'intéresse aux notions de mémoire implicite et de connaissances implicites. Nous savons aujourd'hui que notre mémoire se distingue donc en mémoire explicite, c'est la mémoire des connaissances explicites, ce sont les connaissances que l'on peut verbaliser, que l'on peut exprimer. C'est comme par exemple une liste de numéros de téléphone que l'on sait exprimer et dire, ou alors les moments marquants de la vie, comme aujourd'hui par exemple. Et d'un autre côté, nous avons donc la mémoire implicite, ce sont les connaissances implicites. Ce sont des connaissances qui sont cachées, que l'individu ne peut exprimer, ce sont des connaissances que l'on ne peut verbaliser. C'est des connaissances qui sont, par exemple, comme conduire sa voiture ou faire du vélo. Ce sont des connaissances liées au vécu d'une personne, aux expériences de la vie d'un individu. Et justement, lorsqu'on fait du vélo, on apprend petit à petit, par la répétition et la pratique, jusqu'à être capable de tenir tout seul sur le vélo. Et justement, c'est ce qu'on appelle, ceci est un exemple de l'apprentissage séquentiel implicite. C'est l'acquisition d'habilités, via la répétition, sans qu'un individu ait focalisé son attention dessus, par la pratique, et c'est ce qui induit une montée en performance, donc des acquisitions d'habilités, faire du vélo ici en l'occurrence. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce processus d'apprentissage séquentiel implicite afin justement d'amener des éléments de réponse de cette question de l'extraction des connaissances cachées. Donc pour commencer ma présentation, je vais vous dire quelques mots concernant le contexte industriel dans lequel elle s'est déroulée. Je vous expliquerai ensuite pourquoi le choix de données artificielles au lieu de données électriques. Puis, je vous présenterai brièvement les deux réseaux de neurones récurrents que nous avons utilisés pour modéliser artificiellement cet apprentissage séquentiel. Et ensuite, je dédierai le reste de ma présentation à la partie de l'extraction des règles à partir des LSTM. Donc, mes travaux se sont déroulés dans le cadre d'une thèse CIFRE. C'est une thèse qui a été réalisée en partenariat avec l'entreprise Algotech, qui est une entreprise qui réalise des outils de conception et de dessin assistés par ordinateur dans le domaine de la schématique électrique. C'est une entreprise donc qui travaille avec d'autres entreprises qui, eux, tracent des schémas électriques. C'est une entreprise informatique qui a pour problématique principale l'extraction et la formalisation du métier de leurs clients. Il faut savoir que, bien qu'il existe des normes établies au niveau national et international concernant la connectivité des composants électriques entre eux, en fait, chaque client est libre de concevoir ses propres schémas selon son expertise, son expérience et ses habitudes. Par exemple, si deux entreprises devaient tracer le schéma électrique de cette installation, du bâtiment dans lequel nous nous trouvons, elles le feraient potentiellement de deux manières différentes. C'est l'exemple que l'on a ici. Ce sont deux circuits représentant une même alimentation, mais dessinés de manière différente. Donc l'ensemble de ces éléments nous ont amenés à nous poser des questions. Quelles sont les informations dans les schémas qui portent justement ces connaissances implicites ? Comment pouvons-nous les représenter et comment pouvons-nous les extraire ? L'ensemble de ces éléments nous ont donc amenés, à travers nos échanges aussi avec les collaborateurs Algotech, à notre hypothèse de départ, qui est que chaque schéma est une instantiation de la connaissance globale métier d'un client. Alors, voici un exemple de 3 schémas électriques issus d'une vingtaine représentant un convoyeur. Une installation physique comme celle-ci. Un convoyeur étant une installation qui permet de transporter les éléments d'un point A à un point B ici. Donc je vais vous montrer maintenant une petite vidéo pour illustrer les différents types de convoyeurs qui existent, mais surtout pour montrer toute la complexité physique qui au final finit par être résumée sur une série de pages A3 ou A4. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer en fait les différents types de convoyeurs qui existent, mais surtout de vous faire prendre compte que derrière tous ces déplacements, il y a une série d'équipements électriques, il y a une série de disjoncteurs, de moteurs, de différents composants qui ont été programmés pour faire tout ça, et au final, ça se retrouve bien sur une série de pages comme ça. Alors, un expert du domaine informatique,
électrique, lorsqu'il regarde une série de schémas, est capable de déterminer quelle est l'entité physique représentée sur ce schéma. Nous, néophytes, on n'en est pas capable. Mais en plus, ils sont capables, en regardant des schémas, de déterminer si ces derniers ont été faits par leur propre entreprise ou non. Il existe bien que donc une dimension implicite à ce niveau-là. Alors, en quoi est-ce problématique d'extraire l'expertise métier depuis la tête des experts ? En fait, lorsqu'un collaborateur jeune, donc jeune en termes d'expérience, arrive dans une entreprise, il se voit attribuer des missions. Pour celle-ci, il va devoir solliciter ses connaissances déclaratives, ce sont les connaissances explicites que nous avons citées auparavant, et puis aussi toutes ces fonctions exécutives telles que le raisonnement, la planification, pour élaborer une stratégie et atteindre son objectif, donc remplir sa mission. C'est un travail qui va lui prendre beaucoup de temps les premières fois, mais par contre, au fur et à mesure qu'il va pratiquer son métier, au fur et à mesure donc qu'il va reproduire ce processus et toute cette réflexion, il va voir un phénomène de transformation de ses domaines, de ses connaissances depuis le domaine de l'explicite vers le domaine de l'implicite. Il va acquérir des habilités, donc il va voir apparaître des connaissances procédurales, donc sans encore une fois qu'il focalise son attention dessus. Et c'est ce qui va l'amener à être donc plus performant, il va répondre à ses missions de plus en plus rapidement, mais néanmoins, il va perdre sa capacité à verbaliser les connaissances. Et c'est justement là où on voit l'impact de l'apprentissage séquentiel implicite dans le domaine de l'expertise. Alors, et c'est justement ça notre problème à nous, c'est que lorsqu'on arrive en entreprise et que l'on discute avec des experts qui ont plusieurs années d'expérience derrière eux, en fait, ils sont souvent à ce troisième stade autonome. De ce fait, ils sont pertinents pour remplir leur mission, ils sont très efficaces, mais néanmoins, ils n'arrivent plus à verbaliser le pourquoi de leur choix, le comment et le pourquoi. Et c'est justement à cette problématique qu'on s'est intéressé dans notre manuscrit et aujourd'hui dans le cadre de la présentation, en organisant nos travaux selon 3 axes. La première, c'est l'extraction des données, donc l'identification, l'extraction des différentes données qui portent cette connaissance implicite. Ensuite, nous sommes intéressés aux 2 réseaux de neurones qui permettaient de modéliser cet apprentissage séquentiel, notamment le SRM qui est un modèle simple mais qui a été éprouvé par la littérature, et puis un autre modèle plus complexe que nous verrons ensuite, et enfin donc toute la partie extraction des règles. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je vous dirai quelques mots concernant ce premier axe, et ensuite je focaliserai le reste de ma présentation sur les 2 derniers axes. Alors, concernant l'extraction des données, je souhaitais en dire quelques mots pour souligner en fait le contexte humain et informel dans lequel elle s'est déroulée. Dans le sens que il nous a fallu à peu près 1 an de travail pour pouvoir vous présenter les 2 conclusions que je mets ici. Donc, entre l'immersion dans le domaine technique, l'immersion dans un nouveau cadre de travail, on a eu toute la problématique de s'approprier les connaissances dans les schémas, et aussi le fait qu'on s'est heurté aussi à cette problématique d'extraction des connaissances de la part des experts. Donc il nous a fallu 1 an pour arriver à montrer qu'il existait une structure hiérarchique dans les schémas électriques tels que proposés ici, tels que montrés ici. Et puis, surtout, nous avons pris 1 an pour montrer qu'il existait une connaissance implicite dans l'arrangement interne des composants électriques. Ça veut dire que, en fait, la connaissance, pour nous, elle se situe à ce niveau-là, au niveau des séquences de composants électriques. L'idée derrière mes propos, en fait, c'est de vous expliquer que ces conclusions n'ont pas été juste le résultat d'un travail technique. Il y a eu aussi toute une partie informelle, échange humain, déplacement en entretien avec des clients. J'ai assisté à la gestion de projets, de différents projets au sein d'Algotech, et cet échange informel était nécessaire pour justement, c'était une partie vraiment importante pour aboutir à ces conclusions-là. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous avons choisi donc de nous focaliser sur cette question de séquence d'extraction des connaissances à partir des séquences. C'est la question à laquelle nous avons souhaité répondre, à savoir, est-il possible d'extraire les règles métiers implicites et donc l'expertise cachée dans les séquences? Et cette question-là s'inscrit bien dans la question scientifique que l'on vise, à savoir l'extraction des connaissances cachées. Alors, nous avons choisi pour nos travaux d'utiliser des données artificielles, des grammaires artificielles. Pourquoi ce choix? Parce que si nous devions utiliser des données électriques, il aurait fallu solliciter des experts d'Algotech à temps plein. Il aurait aussi fallu solliciter des experts des différents clients de manière soutenue, et cela à chaque fois que nous avions fait un changement de nos paramètres, à chaque fois que nous avions proposé des modèles, à chaque étape de l'élaboration de notre procédé.
Nous avons donc choisi d'utiliser des grammaires artificielles afin d'élaborer un procédé dans un environnement dont les paramètres sont maîtrisés. Et pour les grammaires artificielles, justement, voici les 3 grammaires que nous avons utilisées. La toute première, c'est la grammaire de Reber. Reber est l'un des premiers en 1967 à s'être intéressé à cette problématique d'apprentissage séquentiel implicite chez l'humain. Il a notamment utilisé cette grammaire-là que je vous présente pour faire des expériences avec les humains. Et c'est pour ça que nous avons entre autres récupéré cette grammaire pour l'utiliser, sachant qu'elle correspondait aussi à un niveau de complexité lié au domaine électrique. Donc la grammaire de Reber, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un graphe orienté où chaque transition a un sens et porte une étiquette, à savoir un symbole. L'avantage de cette grammaire, c'est qu'elle permet de générer des séquences où chaque symbole peut avoir une ou plusieurs occurrences, comme on peut le voir ici, et aussi peut être présent selon différents contextes. La deuxième grammaire que je vous présente, c'est la grammaire de Reber embarquée. C'est une grammaire un peu plus complexe parce qu'elle permet de générer des séquences où chaque symbole est présent une ou plusieurs fois. Pardon, les symboles de début et de fin sont présents plus d'une fois. Et la grammaire de Reber embarquée, c'est une grammaire qui carrément supprime les notions de début et de fin et permet de générer des flux continus de symboles. Donc l'idée derrière l'utilisation de ces grammaires, c'est de générer des corpus volumineux, de plus en plus volumineux, de plus en plus complexes, qui permettent justement de tester la robustesse de nos réseaux de neurones. Et en parlant de réseaux de neurones, je vais commencer par vous décrire le Simple Recurrent Network, qui donc est un modèle proposé par Hellman en 88, et qui se présente, qu'on peut présenter comme le cadre traditionnel justement pour étudier l'apprentissage séquentiel implicite. La particularité de ce réseau de neurones, c'est que c'est un réseau de neurones dit à couches. C'est un réseau de neurones qui se caractérise par une couche d'entrée, une couche cachée et une couche sortie. La particularité est au niveau de la couche d'entrée qui comporte des unités de contexte. À chaque pas de temps, l'avantage d'avoir des unités de contexte, c'est qu'à chaque pas de temps, le SCRN permet d'accumuler le passé que l'on voit à chaque pas de temps au niveau de sa couche de contexte, grâce à une copie du pattern d'activité de la couche cachée. Autrement dit, en théorie, le réseau à chaque pas de temps est capable de faire une prédiction en fonction de son entrée qu'il reçoit, mais aussi en fonction du passé qu'il a accumulé, du contexte dans lequel ce symbole à l'instant T se présente. Alors je dis bien en théorie parce qu'en pratique c'est un peu plus complexe. En pratique, en fait, du fait de la taille limitée du nombre d'unités cachées, du nombre d'unités de contexte, en fait, cette couche de contexte va finir par contenir trop d'informations. Et de ce fait, on va voir un phénomène d'atténuation du contexte temporel qui va apparaître, à savoir que le passé récent va venir écraser le passé lointain. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si l'on prend un exemple de la grammaire, de cette séquence-là issue de la grammaire de Reber embarquée, où le réseau a besoin de se rappeler qu'il a vu les symboles BP au début pour pouvoir prédire PE à la fin après la présence du premier symbole E, comme on peut le voir ici, en fait le réseau à la fin, il ne se rappellera plus précisément s'il a vu BP ou BT. Et de ce fait, sa prédiction risque d'être erronée à ce niveau-là. Et donc, cet élément, en fait, ce phénomène d'atténuation du contexte temporel, c'est ce qui représente en fait le frein majeur pour l'utilisation du SCRN pour l'apprentissage de dépendance sur le long terme. Et de ce fait, nous nous sommes tournés vers un autre réseau de neurones, le Long Short Term Memory, les LSTM. Donc voici, je vous présente ici le réseau que nous avons implémenté et qui possède la même architecture que le SCRN, à savoir 3 couches. Une couche d'entrée, une couche cachée, une couche de sortie. Sa différence majeure avec le SCRN réside dans le fait qu'il possède des unités LSTM au niveau de sa couche cachée. Alors qu'est-ce qu'une unité LSTM ? Une unité LSTM se compose de 2 parties. D'une part, les blocs que l'on peut assimiler au contenant, et puis d'autre part, les cellules, le contenu. Un bloc pouvant avoir plusieurs cellules, mais une cellule n'appartenant qu'à un bloc. Un bloc possède 3 portes et peut être assimilé à un automate géré par 3 algorithmes si, alors, sinon. Je m'explique. Comment on a l'information qui va dans ce sens ? Je vais commencer par la porte d'entrée.
En fait, la porte d'entrée va fonctionner comme filtre sur toute information entrante dans le bloc. Et de ce fait, si son activation est nulle, elle va empêcher l'information d'entrer dans le bloc, ce qui va permettre de préserver celle déjà à l'intérieur. Ensuite, on a la porte d'oubli, qui elle va venir moduler le contenu, le passé du contenu. Autrement dit, si son activation est nulle, la cellule va remettre à zéro son passé, son contexte. Et enfin, on a la porte de sortie qui, elle, va autoriser ou non l'information, la circulation de l'information vers l'extérieur, les autres couches supérieures ou les autres unités LSTM. Donc, à côté des blocs, nous avons donc les cellules. Les cellules se caractérisent par la présence d'un carrousel d'erreurs constantes, le CEC. Il s'agit d'une unité linéaire de calcul qui porte aussi le nom d'état de la cellule. Chaque cellule, ce qu'il est important de souligner, c'est que chaque cellule a sa propre voie d'entrée de l'information ici et sa propre sortie de l'information. Néanmoins, toute information qu'elle va traiter à l'instant T va être modulée par les 3 portes du bloc. Et en fait, c'est justement ça la force des LSTM, c'est que c'est l'alliance d'une part des blocs et de la présence des cellules en sens 1 qui vont permettre notamment de résoudre des problèmes comme l'évanouissement du gradient, à savoir que grâce à la porte d'entrée, toute information à l'intérieur du bloc, à l'intérieur des blocs et donc au niveau des cellules va être préservée et elle peut être préservée sur de longs pas de temps lors de longues sessions d'entraînement. Et donc ici nous avons une structure qui est au final très complexe, mais il faut souligner la simplicité des calculs. C'est surtout des multiplications et des additions donc, qui sont dérivables et que grâce à ça on arrive à appliquer la backpropagation et donc à avoir de très très bonnes performances. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si l'on reprend l'exemple que je vous ai montré préalablement et qui ne fonctionnait pas au niveau du SARN, en fait, ici au niveau du LSTM, le réseau n'aurait aucun souci à se rappeler qu'au pas de temps T0 et T1, il a perçu les symboles B et P. Il va les garder en mémoire sur de longs pas de temps jusqu'à arriver au temps T7 où lorsqu'il aura le symbole E en entrée, il sera capable de se rappeler que juste avant, enfin, au T0 et T1, il a vu BP, et à ce moment-là, il va faire exactement la bonne prédiction. Donc on a des LSTM, donc un réseau qui est capable à la fois de garder l'information sur de longs pas de temps, mais aussi de gérer l'information au niveau local pour faire la bonne prédiction. Concrètement, dans nos développements à nous, qu'est-ce que nous avons fait? Voici le réseau que nous avons implémenté. Donc nous avons implémenté un réseau LSTM de 3 couches en Python intégralement, qui se caractérise donc par 7 unités au niveau de la couche d'entrée, 7 unités au niveau de la couche de sortie. Et pour le choix du nombre de blocs et de cellules, nous nous sommes référés à la littérature, notamment aux travaux de Gers en 1999, qui préconisaient 4 blocs et de 2 cellules chacune. Et pour l'apprentissage, nous avons utilisé la backpropagation alliée au Real-Time Recurrent Learning, selon toujours les recommandations de Gers. Donc pour tester notre réseau, nous avons généré des corpus de séquences. Le premier corpus, ce sont des séquences grammaticales. Ce sont des séquences qui ont été générées en respectant les grammaires, les règles de transition. C'est aussi un exemple des séquences pour la grammaire de Reber et des séquences générées pour la grammaire de Reber embarquée. Et puis, pour vérifier quand même que notre réseau n'apprenait pas n'importe quoi, nous avons généré des séquences non grammaticales dites aléatoires. C'est des séquences qui se caractérisent par le même début et le même fin que des séquences grammaticales, mais dans le milieu est généré de manière complètement aléatoire. Parmi les multitudes de tests potentiels, nous avons choisi d'utiliser un critère de test recommandé par Gers, justement, qui consiste à lui soumettre une séquence dans son intégralité et de voir s'il la traite dans son intégralité. L'idée étant que si le réseau traite toute la séquence, c'est qu'il considère que la succession des symboles dans la séquence obéissent aux règles implicites qu'il a encodées, lui, lors de son apprentissage. Et si jamais il rejette une séquence à un moment, il considère que celle-ci, justement, ne respecte pas la grammaire, les règles qu'il a encodées. L'idée étant d'obtenir donc un réseau avec de très bonnes performances, c'est-à-dire un réseau qui accepte 100% des séquences grammaticales et 0% des séquences aléatoires. Concrètement, au niveau de nos résultats, voici ce que nous avons obtenu. Donc nous avons réalisé des tests avec la grammaire de Reber et la grammaire de Reber embarquée dans un premier temps. Et nous avons testé sur les LSTM. Nous avons testé sur le SARN avec 3 unités cachées et le SARN avec 15 unités cachées. Alors, pour la grammaire de Reber, on observe que le LSTM et le SARN à 15 unités cachées ont de très très bonnes performances. Pour le SARN à 3 unités cachées, les performances ne sont pas pareilles, ne sont pas aussi excellentes que pour les deux autres, mais néanmoins, les résultats restent acceptables.
Par contre, dès que l'on passe à la grammaire de Reber embarquée, on voit bien que autant le LSTM ne bouge pas en termes de performance, autant il y a un effondrement des performances au niveau du SARN, que ce soit pour 3 unités cachées ou 15 unités cachées. Donc à ce niveau-là, nous avons bien mis en évidence que le LSTM était capable de bonnes généralisations au niveau des séquences. Nous avons poussé les tests un peu plus loin et nous avons testé le LSTM au niveau des flux, de l'apprentissage de flux. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un test alternant apprentissage et test sur les corpus de séquences. Donc nous avons fait un apprentissage de 100 000 séquences et à chaque fois, à la fin de celui-ci, nous réalisions 10 simulations successives de tests sur des flux de 100 000 symboles. L'idée étant de mesurer le pourcentage d'erreur, le pourcentage de prédiction correcte. Et en fait, nous avons réussi à reproduire les travaux de Gers, à savoir atteindre un seuil de 30 000 flux appris de 100 000 symboles chacun, avec 100% de prédiction correcte, comme ça avait été fait précédemment. Donc de l'ensemble de nos résultats, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, le LSTM s'est montré performant au niveau de sa capacité de généralisation. Il a montré de très bonnes performances sur les flux de continu de symboles. Et donc, s'il ne fallait retenir que 3 choses, ce serait que le LSTM est robuste donc, face au contexte, au vu des différentes grammaires que nous avons utilisées à chaque fois, face à l'ambiguïté lorsque celle-ci se présentait, et puis face à l'information continue, comme nous l'avons vu. Donc à ce stade, nous avions donc 2 réseaux de neurones et nous avons choisi de continuer nos travaux sur le LSTM. Donc je propose de nous arrêter un instant ici pour remettre en contexte ce que nous venons de voir ensemble. Donc la question scientifique à laquelle on s'adresse, c'est celle de l'extraction des connaissances cachées. Pour cela, on s'est intéressé au phénomène d'apprentissage séquentiel implicite et nous avons donc modélisé 2 réseaux de neurones. Le premier, le SARN, qui est un modèle simple, mais comme nous l'avons vu, il a été éprouvé par la littérature. Et puis le LSTM, qui est un modèle plus complexe, mais qui néanmoins, a présenté de très bonnes performances. Et de ce fait, arrivé ici, on a toujours une question en suspens, c'est comment amener dans le domaine de l'explicite les différentes règles implicites que le LSTM a encodées. Comment extraire donc nos connaissances cachées? Et pour la suite de la présentation, on va aller observer les patterns, les activités de nos réseaux de neurones, notre réseau de neurones. On va aller les décortiquer afin d'essayer de voir les différents états par lesquels passe notre réseau et donc comprendre justement son comportement après apprentissage. Dans la littérature, en fait, la plupart des travaux d'extraction des connaissances cachées portent sur le SARN que nous avons vu et utilisent notamment comme données les activités des unités de la couche cachée à ce niveau-là. Dans notre approche, nous proposons une approche nouvelle qui consiste à réaliser un procédé d'extraction au niveau justement du LSTM. Alors, parmi l'ensemble des informations présentes au niveau du LSTM, nous avons choisi d'utiliser la sortie des différentes cellules au niveau de notre couche cachée comme donnée. Et en fait, c'est cette sortie-là qui va constituer donc notre pattern d'activité de la couche cachée. Ce sont les sorties des 8 cellules des unités LSTM. Donc maintenant que nous avons fait le choix de nos données, quelles sont les prochaines étapes? D'une part, on a la quantification et d'autre part, on a la génération des états. La quantification, c'est le processus qui consiste à quantifier notre espace d'état continu, comme on peut le voir ici sur cet exemple avec un réseau de neurones de 2 neurones, en un ensemble d'états discrets. Pour cette première partie, nous avons choisi d'utiliser la méthode de clustering. Pourquoi? Parce que nous voulions une méthode de quantification qui était la plus proche possible des données. Donc, une fois la quantification, enfin le processus choisi, il y a la phase de génération des états qui consiste à répondre à la question chaque pattern d'activité que nous avons enregistré, à quel état est-il associé? À quel état que nous venons de quantifier est-il associé? Donc, au vu des deux étapes de notre processus, nous avons choisi d'utiliser l'algorithme K-mean pour notre clustering parce qu'il nous permettait aussi de réaliser la deuxième étape en une seule fois avec K le nombre de clusters à paramétrer. Nous avons une grammaire de Reber de 6 nœuds et une grammaire de Reber embarquée de 8 nœuds et de ce fait nous avons choisi de faire un algorithme K-mean en faisant varier K de 2 à 20 pour le clustering. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter ensuite, ça va être la phase de construction de l'automate qui d'après moi est la phase la plus importante. Donc, pour commencer cette partie-là, je voudrais vous parler d'une première contribution que nous avons faite, c'est l'ajout d'un nœud -1.
Ça peut sembler anodin, mais en fait, dans la plupart des travaux que nous avons étudiés, les graphes que nous obtenions pouvaient être très denses, pouvaient être petits de taille, mais en fait, à chaque fois, il fallait prendre le temps d'aller étudier les différents automates, d'aller étudier les différents résultats pour essayer de comprendre le sens, dans quel sens allait l'information. Nous avons choisi, pour faciliter cette phase d'étude, en fait, d'analyse, quelle que soit la taille de notre clustering, quelle que soit la taille des automates que nous allions extraire, d'introduire un E-1 qui nous donnerait toujours un point de départ sur nos différentes représentations. Donc, une fois cela fait, comment construit-on un automate? En fait, on va parcourir notre liste de patterns et à chaque pattern, donc de la couche cachée, nous allons avoir un cluster associé grâce à l'algorithme K-mean qui nous fournit ce résultat. Si notre cluster est en fait un nouveau cluster que nous n'avions pas encore vu, alors à ce moment-là, on va créer un nœud dans notre automate. Ici, en l'occurrence, C1 pour le cluster 1. Et de ce fait, on rajoute une transition qui représente l'activité au pas de temps T1, enfin la transformation au pas de temps T1, entre l'état où nous étions et l'état nouveau. Lorsque deux patterns se suivent et appartiennent à un même cluster, à ce moment-là, ça débouche sur la création d'une boucle récurrente au niveau du cluster considéré. Et lorsqu'on tombe sur un cluster que nous avions déjà vu, à ce moment-là, on rajoute une transition qui va du cluster courant vers le nouveau cluster. Concrètement, sur nos données, qu'est-ce que ça donne? Voici une des premières représentations que nous avons réalisées. Cette première représentation a été, donc celle-ci, ça a été réalisé sur les 50 premiers pas de temps après apprentissage, donc c'est lors de la phase de la prédiction. Et celle-là, donc pour la grammaire de Reber ici, et pour la grammaire de Reber embarquée ici, sur les 80 premiers pas de temps, pour différentes valeurs de K pour le clustering. Cette première représentation nous donne une idée sur les différents clusters, sur les différents agencements entre les clusters, et donc une idée de l'organisation interne, au niveau de l'organisation interne du réseau de neurones après apprentissage, justement, lorsqu'il traite une séquence. Mais à ce stade, ce n'est pas assez explicite encore. On a des règles extraites, mais pour mettre en évidence les règles, justement, pour expliciter un peu plus quelles sont ces règles-là, nous avons choisi d'amener deux contributions supplémentaires. La première, c'est l'association de chaque transition à une étiquette qui va comporter donc le symbole présenté au réseau au pas de temps et le pas de temps associé. Si l'on reprend notre exemple ici, pour chaque pas de temps, nous avons A0, B1, et en fait, en faisant ça sur notre réseau, on arrive à pouvoir décortiquer le fonctionnement du réseau au cours du temps et justement comprendre, ou du moins avoir des éléments pour comprendre qu'est-ce qui se passe lors du traitement du séquence après apprentissage. Et en plus de ça, nous avons souhaité avoir une mesure supplémentaire et de ce fait, nous avons introduit la notion de poids sur les transitions. L'idée étant que chaque fois qu'une transition est sollicitée à nouveau entre deux états, celle-ci s'incrémente d'une valeur plus 1. Sur nos résultats, si je reviens sur les données précédentes, voici les résultats que nous obtenons à ce niveau-là. Donc, nous obtenons, ce sont les mêmes données exploitées auparavant, mais ici, nous obtenons donc des graphes, des automates avec des étiquettes longues. Et ce qu'il faut souligner ici, ce sont toutes les possibilités d'interprétation que cela nous offre. Parce que si l'on lit donc, la représentation au niveau temporel, on suit donc l'acheminement temporel, on peut reconstituer une séquence B0, T1, X2, S3, puis une autre séquence B4, P5, V6, V7. Ces séquences, on peut les extraire, on peut les soumettre à la grammaire d'origine et valider justement le comportement du réseau de neurones à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a fait, on a pris ces séquences-là, on les a soumises à la grammaire d'origine et on a retrouvé une parfaite concordance. Et donc pour la grammaire de Reber, et la grammaire de Reber embarquée ici. Ces représentations, pour toutefois les simplifier et pour les mettre en concordance avec les grammaires d'origine, nous avons choisi de garder une occurrence de chaque symbole au niveau des différentes transitions. Ça veut dire que potentiellement, si une transition comporte deux symboles pour la représentation avant, BT, je les aurai ici et ça permettra de voir en une seule fois ce qui se passe. Et justement, nous avons donc arrivé ici, nous avons mis en concordance nos résultats avec la grammaire d'origine, mais aussi les séquences qui étaient encodées sur les différents pas de temps au niveau de la prédiction, donc pour la grammaire de Reber et la grammaire de Reber embarquée. Et ce qu'il faut
ce que je dois souligner ici, c'est que si l'on prend cette grammaire ici, cet automate pardon ici, que l'on tourne de 90 degrés, on obtient exactement une partie de la grammaire d'origine qui est ici, à savoir BTXS et BPVV, que l'on retrouve bien ici. Et en plus, lorsqu'on compare par rapport aux séquences qui ont été traitées à ce moment-là, on voit bien que l'on retrouve nos séquences ici comme il faut, que ce soit la grammaire de Reber ou la grammaire de Reber embarquée. Donc à ce stade, à la question pouvons-nous amener dans le domaine de l'explicite les règles qui ont été implicitement encodées par le réseau lors de son apprentissage? La réponse est oui, parce que nous avons réussi à amener une partie de cette connaissance-là justement dans le domaine de l'explicite. Donc nous avons fait ça sur des données artificielles et il nous restait donc une question, mais néanmoins une question très importante, à savoir, peut-on transposer nos travaux dans le domaine électrique? Donc c'est justement une des originalités de notre travail que je vais vous présenter maintenant. Le domaine électrique, rappelons-le, c'est un domaine nouveau. Pour chaque client, la grammaire est inconnue. Donc la première étape de ce travail-là a été de se constituer notre propre grammaire électrique. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi 3 schémas. Donc ce sont des cas réels d'un client qui est en activité, que nous avons étudié. C'est un client dont nous maîtrisions la connaissance, justement, que nous avons étudié et décortiqué afin de nous constituer notre grammaire électrique. Donc ce travail a consisté en parcourir les différents schémas, page par page ici, donc pour les schémas ayant différentes tailles, et décortiquer les séquences de composants électriques sur les fils électriques. Donc les lire, les extraire, et donc construire nos arbres qui nous ont permis de justement aboutir à notre grammaire. Ce travail a été chronophage, il nous a nécessité à peu près pour 3 schémas, et donc c'est des schémas raisonnablement peu denses. Ici en termes de pages, ça nous a pris une journée de travail, mais surtout ça nous a pris énormément d'échanges avec nos collaborateurs Algotech, et donc à ce stade-là, ça a validé notre première idée d'utiliser des données artificielles plutôt que des données électriques. Et cela, ça a été fait, je le rappelle, pour un seul client sur 3 schémas. Donc voici la grammaire que nous avons obtenue. C'est une grammaire électrique qui est un peu plus dense en termes de nœuds que les grammaires artificielles, celle-ci comportant 15 nœuds et 25 transitions. Donc cette grammaire a été soumise et validée par les experts d'Algotech avec lesquels nous avons collaboré. Donc ici, pour pouvoir appliquer notre processus d'extraction des règles, nous avons donc refait la même démarche qu'avec les réseaux de neurones et les grammaires artificielles. Nous avons généré 200 000 séquences grammaticales pour l'apprentissage et 20 000 séquences de tests pour la phase de test justement. Et au vu du nombre de nœuds, ici nous avons choisi de faire un K-min, donc une étape de clustering de 2 à 50, soit 48 clusterings différents. Voici les différentes représentations que nous avons utilisées que nous avons extraites au niveau du domaine électrique. Donc ici on a tout de suite des graphes un peu plus denses, on le voit bien en termes de visuel. Et à ce stade, en fait, pour confirmer les informations que nous avions extraites, nous avons choisi de ne pas comparer nos automates par rapport aux grammaires que nous avons nous-mêmes élaborées, mais plutôt d'aller voir s'il y avait une concordance entre les automates que nous avions extraits et les schémas électriques d'origine. Donc je vous présente ici 3 portions de schémas électriques issus des 3 que nous avons utilisés pour la grammaire électrique, que nous avons étudié et décortiqué pour voir si l'on retrouvait nos séquences de composants sur les différents folios au niveau de notre grammaire. Et donc, si je prends l'exemple ici, en fait, en parcourant les câbles, on voit bien que donc ici on a disjoncteur, puis on a un renvoi folio, donc un lien vers le folio 200. Et si je viens ici et que je continue ma lecture, je trouve élément KA, élément KA. Et effectivement, cette séquence qui donc s'étend sur 2 folios différents, on se retrouve bien ici en rouge, avec disjoncteur, élément K, élément K. Les éléments KA appartenant à la famille des éléments K. C'est pour ça. Et donc, une fois arrivé là, on s'est aussi posé la question des folios avec plus d'informations. Les folios comme celui-ci, ceux liés à l'équipement, au moteur, et justement, nous avons regardé si nous retrouvions nos séquences d'informations, à savoir disjoncteur, variateur, moteur, ici. Et en allant fouiller dans notre schéma, dans notre automate, on retrouve bien donc notre séquence disjoncteur, variateur, moteur à ce niveau-là. On a donc un procédé qui est capable d'extraire les séquences
lorsque celles-ci s'étendent sur 2 folios, mais qui extrait aussi les séquences lorsque celles-ci s'étendent au niveau sur un seul folio, mais qui est moins très dense. Et ce que je voudrais souligner surtout, c'est qu'en général, les moteurs, donc tout ce qui est équipement, ce sont les derniers symboles au niveau des séquences de composants électriques. Ça veut dire que derrière le symbole M, en fait, c'est un symbole E de séquence. Et justement ici, lorsqu'on voit notre représentation, après le symbole moteur, on a un cluster qui commence par B juste après. Ça veut dire que nous avons bien cette fin de séquence qui est encodée et qui est représentée, puisque B signifie le début d'une nouvelle séquence. Donc de l'ensemble de ces résultats, dont on est très content, on est quand même conscient que certains travaux peuvent être encore amenés, plusieurs travaux peuvent être encore amenés pour améliorer notre approche. Nous en soulignerons surtout 2. Le premier, c'est l'algorithme de minimisation des graphes automates que nous n'avons pas eu le temps d'implémenter, mais qui est toutefois recommandé par une partie de la littérature. Nous soulignons aussi l'utilisation de techniques de clustering incrémental qui nous permettraient de nous libérer de cette contrainte de choix de quel est le bon paramètre K pour le clustering. Mais surtout, s'il y avait une chose sur laquelle nous souhaitons vraiment souligner, c'est l'ensemble des axes de recherche potentiels qui du coup s'offrent à nous, parce que le premier point, c'est que nous sommes conscients d'avoir exploré une seule dimension parmi les dimensions possibles au niveau des LSTM. Donc l'idée, ce serait de transposer nos travaux sur d'autres activités du LSTM, notamment les patterns des différentes portes ou encore au niveau du CEC, et voir quelle grammaire allons-nous extraire et si nous allions avoir les mêmes. Ce serait aussi intéressant d'implémenter un réseau de neurones avec différentes couches cachées et de justement réaliser un procédé sur ces différentes couches et voir si l'on ne pourrait pas extraire, quelle est la grammaire que nous allions extraire aux différents couches et voir comment le réseau abstrait justement ces règles, réalise l'abstraction de ces règles et enfin, pourquoi pas élargir nos travaux à d'autres domaines d'application, d'autres domaines métiers où l'expertise est aussi non accessible. Donc, pour la suite de la présentation, je vais vous présenter des résultats qui ne sont pas dans le manuscrit que nous avons obtenus après. C'est ces résultats notamment en liaison avec ce premier point qui est transposé sur notre travaux sur d'autres activités LSTM. Et donc pour ce faire, nous avons choisi d'exploiter les patterns d'activité au niveau du CEC, du carrousel. Donc voici les automates que nous obtenons. Donc ici à gauche, c'est celui que je vous ai déjà montré qui correspond à l'automate lorsqu'on exploite les patterns d'activité de la couche cachée. Et puis à droite, nous avons celui que l'on obtient lorsqu'on exploite les patterns d'activité du CEC. Et donc là, on est dans le cadre de la grammaire de Reber, on exploite les 50 premiers pas de temps. Ce sont les mêmes données qui ont été utilisées avec juste les patterns qui diffèrent. Donc là, on observe exactement la même grammaire, le même automate que l'on extrait au niveau de patterns d'activité de la couche cachée et du CEC. Et là, je ne vous en dirai pas plus avant de vous montrer la slide suivante. Le même procédé établi au niveau de la grammaire de Reber embarquée. Et pour le coup, ici, on voit, donc à gauche, nous avons l'automate que je vous ai déjà présenté sur le pattern d'activité de la couche cachée, et à droite, nous avons celui lorsqu'on exploite les patterns du CEC, ici. Et là, pour le coup, on voit bien qu'il y a une différence de comportement, parce qu'au niveau du CEC, on a des patterns ici qui sont regroupés ensemble, alors qu'au niveau de la couche cachée, ils sont séparés. Nous savons que le CEC, en fait, est impliqué au niveau de la rétention de l'information sur de longs pas de temps. Ces premiers résultats préliminaires laissent sous-entendre qu'en fait, c'est bien le CEC qui est impliqué dans la prise en charge de la profondeur au niveau du contexte temporel. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait qu'on aille creuser un peu plus pour justement voir sous d'autres conditions, avec d'autres volumes de données, comment le comportement et comment ça se passe, justement au niveau des LSTM. Et donc, c'est sur ces résultats très préliminaires que je m'arrête là. Pour conclure avec vous, en revenant aux 2 questions principales qui nous ont guidés lors de la rédaction du manuscrit et lors de la présentation d'aujourd'hui. La première question, c'est la question de l'extraction des connaissances cachées. Pouvons-nous affirmer aussi aujourd'hui qu'il existe un moyen d'amener dans le domaine de l'explicite les règles encodées par notre réseau de neurones implicitement? La réponse est oui, puisque à travers l'implémentation d'un réseau LSTM qui s'est montré robuste face à des corpus volumineux et de séquences ambiguës et de flux, on a réussi à implémenter une approche d'extraction des règles basée sur ce réseau.
Cette approche nous a amené à vous présenter 3 représentations distinctes. Ces 3 représentations nous permettant donc d'expliciter ces règles justement encodées et de les comprendre aussi, mais en plus de mettre en évidence, d'expliciter, d'amener dans le domaine du visuel tout ce qui est agencement temporel des patterns d'activité au niveau du LSTM. Et enfin, dernier point, mais non pas des moindres, c'est le fait qu'on ait réussi à transposer nos travaux au niveau d'un cas d'étude concret et réel lié au domaine électrique. Donc cette question-là, c'est dans une question plus globale, qui est celle de l'interprétabilité des réseaux de neurones. On sait que les réseaux de neurones souffrent aujourd'hui de cette image de boîte noire. Et nous, dans nos travaux, on s'est inspiré du comportement humain qui vise à aller observer un expert dans son environnement lorsqu'il pratique son métier pour le comprendre. Et cela à défaut d'accéder à la connaissance qui se trouve dans sa tête. Nous sommes allés au-delà de l'observation et de l'imitation puisque nous avons proposé, nous avons interprété et expliqué ce qui se passe justement dans la tête de notre expert à nous, qui est le LSTM, et cela via des valeurs numériques. Alors certes, c'est un modèle qui est plus simple qu'art numérique, mais néanmoins, il donne de bonnes indications sur ce qui se passe justement après apprentissage dans notre LSTM. Nous avons donc réussi à mettre en évidence, à expliciter ce qui jusqu'à présent était dans la grammaire implicite, et puis nous avons apporté des éléments d'interprétation et d'explication des différentes prédictions. Nous sommes capables aujourd'hui de décortiquer le comportement d'un réseau, en l'occurrence ici c'est le LSTM, lors de sa prédiction et de comprendre pourquoi il fait telle ou telle prédiction. Et donc c'est sur cette question-là que je souhaiterais finir. Cette question rejoint celle de la démystification de l'intelligence artificielle. C'est une question qui est, d'après moi, et c'est une question importante parce que c'est le prochain challenge de notre métier, de notre cœur de métier. C'est une question qui préoccupe de plus en plus les industriels, on le voit bien parce qu'il y a des lois qui sont votées vers plus de transparence. C'est une question qui préoccupe les scientifiques parce qu'on a de plus en plus d'articles qui sont écrits dans ce cadre-là. Et puis surtout la société civile, parce que nous avons des articles de médiation scientifique et puis des questions qui fleurissent sur Internet à ce niveau-là. Et parmi l'ensemble de ces éléments-là, je souhaiterais surtout souligner l'initiative de la DARPA avec son projet Explainable IA, qui du coup investit des millions et se fait une mission de regrouper les différents travaux qui traitent de cette problématique pour justement démystifier l'intelligence artificielle, ce qui, d'après moi, s'inscrit vraiment dans la lignée de ce que devraient faire la plupart des personnes travaillant dans le domaine. Si l'on explique notre métier, ça permettrait justement de rassurer les gens par rapport à ça. Et puis surtout, il faut l'espérer, limiter les multiples dérives qui du coup pourraient découler de tout ça. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci.